Bienvenue sur French Talks, le podcast où je discute avec des créateurs et des personnes inspirantes autour de l'apprentissage du français. Dans cet épisode, tu vas écouter une conversation entre Elisa de French Mornings with Elisa et moi-même. Elisa aide des milliers d'apprenants à progresser en français avec des méthodes simples, naturelles et efficaces. Dans cette discussion, on parle de son parcours, de son approche et des habitudes qui font vraiment la différence pour progresser en français. Et comme toujours, tu peux télécharger la transcription complète avec du vocabulaire. Le lien est dans la description, ça te permet de suivre plus facilement et améliorer ta compréhension. J'espère vraiment que tu vas apprécier cette conversation avec Elisa. Bon visionnage. Bonjour Elisa, comment ça va ? Salut, ça va très très bien. Et toi? Bah écoute, ça va et je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast French Talks. Alors pour être totalement transparent avec toi, t'es la première que j'ai pu contacter. J'ai préparé d'autres épisodes dans les prochaines semaines, mais voilà, quand j'ai eu cette idée en fait de démarrer ces discussions un peu naturelles avec d'autres personnes qui sont connectées au français langue étrangère, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai découvert ton podcast et ça a été plutôt naturel pour moi de te contacter directement. Ouais. Bah, ça me fait très plaisir. C'est un honneur d'être la première invitée. Alors on va parler en fait de pas mal de petites choses, hein. On va parler de ton parcours un peu, de ce que tu as pu faire avant, comment tu as fait pour en arriver là. Et puis on va parler aujourd'hui justement de routine. On va essayer de guider un peu les personnes qui nous écoutent, les apprenants du français, vers des routines efficaces pour apprendre le français de manière régulière. J'espère que ça va, que t'es pas trop perturbé parce que tu as l'habitude de recevoir des invités, donc là tu te retrouves un peu de l'autre côté. Non, ça va, ça va. C'est vrai que les rôles sont échangés parce que j'ai plutôt l'habitude maintenant de me placer du côté de l'intervieweur. Je sais pas si on peut vraiment dire ce mot, mais bon, on le comprend. Et d'écouter les gens plutôt que de parler de moi. Mais non, je pense que ça va être une discussion intéressante. Ouais, je suis d'accord avec toi et j'ai vraiment hâte de te découvrir et de découvrir l'activité que tu fais maintenant, je pense, au quotidien. Mais avant ça, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Elisa, j'ai 33 ans et j'ai créé donc ma chaîne YouTube d'abord qui s'appelle French Mornings with Elisa en 2021, donc ça fait maintenant 5 ans déjà. Et depuis, on va dire 2 ans, j'ai un peu de mal avec les dates, Ouais. mais je crois que ça fait 2 ans maintenant que j'ai créé aussi un podcast qui s'appelle, bah, French Mornings, le podcast. Donc voilà et l'idée, c'est d'enseigner le français avec, justement du contenu, assez authentique, même si de temps en temps, ça m'arrive, voilà, de faire, des petites leçons de grammaire, vocabulaire, des quiz, des choses un petit peu plus, théoriques et scolaires. Mais ce qui me plaît avant tout, bah, c'est d'enseigner à travers du contenu, accessible et compréhensible, pour les élèves d'un niveau plutôt intermédiaire avancé. Je fais un petit peu moins de contenu pour, les débutants parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui en font et qui le font certainement mieux que moi donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Je prends un tout petit peu de ton temps sur cet épisode passionnant pour te parler de quelque chose que j'ai créé, la formation Parler français sans bloquer. C'est un programme de 4 semaines pour t'aider à parler plus facilement, plus naturellement et surtout sans rester bloqué. La formation ouvre à nouveau le 25 avril à 9 heures, heure de Paris. Tu peux rejoindre la liste d'attente dès maintenant. En t'inscrivant à cette liste d'attente, tu vas recevoir un PDF offert avec 10 structures pour parler français sans bloquer.
30 € de réduction le jour du lancement, un accès prioritaire à l'ouverture. Le lien est dans la description et on retourne tout de suite à la discussion avec Elisa. Et je pense que rapidement, en fait, je me suis dit que ce qui me plaisait le plus, c'était ces niveaux-là, intermédiaires, avancés, parce Mhm. que justement, on pouvait, commencer à aborder des vrais thèmes et parler de sujets de société, bon pas peut-être pas société, mais voilà, plus culturel, histoire, des choses qui me plaisent et donc ça mêlait un petit peu ce que j'aimais comme intérêt personnel à, l'enseignement de la langue, plutôt que de rester dans la théorie qu'on apprend plutôt au niveau A1, A2 et ça m'intéressait moins, quoi. Démarrer, c'est pas évident, mais passer des caps pour après aller vers les niveaux B2, C1, C2, c'est pas, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est là où, on va vraiment voir, qui est motivé, Ouais, pour ouais. devenir vraiment enfin, pour vraiment, passer ce stade où on peut se dire: «Ça y est, je parle couramment et je peux, être complètement autonome en français». Et qui va faire sera plutôt dans un apprentissage un peu, pour le plaisir et pas forcément pour atteindre un niveau avancé et il faut une vraie motivation et aussi parfois une vraie raison, d'apprendre une langue pour atteindre ce niveau-là, je pense. Ouais, oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Et puis on le répétera jamais assez. Apprendre une langue, c'est une question de régularité, hein, voilà, il faut vraiment être constant. C'est un long chemin. J'en parlais avec Charles là, de French Teacher Carlito sur un précédent épisode. On se disait que il n'y a pas de méthode miracle en fait. Il y a pas de méthode qui permet d'apprendre le français en quelques jours, même si des fois on le rencontre ça un peu sur les réseaux. Oui, 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 je pense que, bah, plus on s'y intéresse, plus on comprend que si on nous dit qu'on va faire d'énormes progrès en 2 semaines, on se rend vite compte que c'est quand même, pas vraiment possible. Mais, mais oui, c'est une question de régularité et c'est même quelque chose, j'ai l'impression parce que je le vois moi aussi, j'aime beaucoup apprendre des langues, et en ce moment, j'ai bien mis ça de côté et je suis pas très contente de moi à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose où on peut même régresser et c'est ça qui est difficile, en fait, parce qu'on peut faire des progrès et à partir du moment où pendant 3 6 mois, on pratique plus, on oublie la langue et ça, c'est très frustrant aussi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça, j'en parle régulièrement aux étudiants que je peux avoir en cours individuel. C'est une langue vivante, donc ça doit vivre en fait. Il faut la parler, il faut en permanence rester connecté. Euh, bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec les routines, mais juste garder un petit lien avec le français quotidiennement, une petite phrase par-ci par-là, un petit podcast à écouter, quelque chose qui Mmh. nous fait pratiquer en fait chaque jour pour rester connecté et pas régresser Ouais, comme tu ouais, l'as ouais. dit, ouais. Non, voilà, même une fois qu'on a atteint des objectifs, qu'on s'était fixés, le maintien, c'est le maintien du niveau qu'on a atteint, c'est quelque chose de pas facile non plus. Ouais, 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 je suis d'accord. Toi, tu as commencé par des études de linguistique ou des études littéraires, non? Qui te prédestinaient après à aller vers l'enseignement du français ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Si je raconte l'histoire, vraiment du début où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux langues, oui, effectivement, quand j'étais au collège et au lycée, c'était les matières où j'avais les meilleures notes. Moi, Ouais. j'ai fait allemand en première langue, et ensuite j'ai été obligée de faire anglais parce que j'avais pas le choix. Donc c'était les langues où j'avais les meilleures notes, même au bac ensuite quand j'ai passé l'examen final, ça a été les meilleures notes, de toutes, les matières. Mais donc à l'époque, quand j'étais plus jeune et que j'étais au lycée, on avait le choix entre un cursus littéraire, scientifique ou bien économique, quand on était en section générale. Quand on aimait les langues, ce qui était assez logique, c'était d'aller en littéraire parce que voilà, on aurait fait beaucoup de français, j'aurais pu continuer à faire de l'anglais et de l'allemand et j'aurais même pu apprendre une troisième langue,
c'est ce que j'avais envie de faire. Mais mes parents m'ont un peu empêchée. Ils m'ont dit: «Non, tu vas faire, scientifique». Et donc j'étais un petit peu frustrée, voilà, de tout voilà, de pas pouvoir étudier les langues, plus que ça. Et finalement, ils n'ont pas vraiment eu tort parce que, ça m'a permis de faire ensuite les études que j'ai faites, par la suite, mais qui encore une fois n'avaient rien à voir avec, les langues. J'ai fait des études d'audiovisuel Mmh, d'accord. et j'ai étudié le montage, la post-production pendant, 2 ans et demi, 3 ans, et ensuite j'ai travaillé à Paris, en tant qu'assistante monteuse. Donc j'ai travaillé sur, des émissions de télé-réalité, des choses, très techniques, et ça m'a plu un temps, et ensuite, je me suis dit que, bah, j'arriverais pas à devenir monteuse au cinéma ou alors monteuse sur des documentaires. C'était quand même quelque chose qui était pas simple, il y avait pas beaucoup de travail, dans ce milieu-là, les places étaient chères, les contacts étaient difficiles à trouver, donc Ouais. au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je peux faire autre chose de ma vie». Et elle est un petit peu longue, hein, cette histoire, pardon, mais on y arrive. Oui. Hem Et donc j'ai pensé un temps à devenir prof de yoga. Ça avait commencé, et puis, il y a eu le covid, et pendant le covid, j'avais prévu de faire un tour du monde que j'ai abandonné parce que, voilà, il y avait le confinement, donc j'ai dû rentrer en France. Et comme j'avais plus de travail, enfin que je pouvais plus travailler, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'était, de donner des, cours de français, en ligne. Donc j'étais sur une D'accord. plateforme de tutorat, et en fait, c'était génial parce que ça me permettait un petit peu de continuer mon tour du monde que j'avais pas pu faire en continuant à rencontrer des gens de la terre entière, et à la fois, de commencer à me dire: «Bah, en fait, ça peut être une carrière intéressante aussi». Et j'avais beaucoup d'élèves qui me disaient: «Ah, moi, j'apprends le français en regardant des vidéos sur YouTube, Mmh. je connais telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne». Moi, à l'époque, j'avais commencé à apprendre l'italien, pareil sur YouTube, parce que j'adore YouTube depuis toujours, depuis sa création. Donc je savais qu'il existait toutes ces chaînes d'apprentissage de langue, en plusieurs langues, et je me suis dit: «Bah, peut-être que ça pourrait être une idée pour moi aussi». J'ai l'impression qu'il y a une place à prendre, et je pense que ça pourrait être intéressant. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. OK, voilà comment tu as démarré en fait le projet, et le succès incroyable qu'on te connaît maintenant. Oui, 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 non, je pense que j'ai démarré au bon moment parce Ouais, que justement pendant le covid, tout le monde était à la maison bien et sûr. cherchait un petit peu à apprendre de nouvelles choses, donc il y a eu un gros, gros intérêt pour, les langues étrangères à ce moment-là, et c'est pour ça que la chaîne a eu vraiment un très, très bon lancement, je pense. Ce serait peut-être plus difficile aujourd'hui. Oui, oui, certainement, oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Puis c'est vrai que quand on voit, les créateurs de contenu qui ont des grosses audiences comme toi, tu peux avoir, en fait, vous avez tous démarré à peu près au même moment, tu vois? Il Oui, y oui, oui, a, 6, soit 7 ans, 8 ans, oui. voilà. Ou alors, il y a des chaînes aussi, par exemple, Alexa ou Français avec Ouais, Pierre, qui sont là depuis peut-être la 15 création de ans, YouTube ouais, la aussi. création de YouTube, ouais, Donc exactement. eux aussi, ils ont des énormes audiences, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros boom, je pense, entre 2018 et 2022. Ouais, Mmh. ouais. Et quand tu as démarré, c'était un projet clair, dès le début ou, tu as construit ça, en fait, petit à petit? Non, c'était assez clair parce que Ouais, justement, j'avais pas de plan B. Et je me disais qu'il fallait absolument que ça marche parce que sinon je savais pas ce que j'allais faire d'autre, comme métier, quoi. Je pensais pas du tout retourner, à faire du montage, ni retourner à Paris, ni voilà, retravailler pour quelqu'un et ne plus être à mon compte, ça c'était hors de question.
Donc j'ai eu la chance que ça fonctionne, mais parce que je l'ai tout de suite vu comme un métier à temps plein, plutôt qu'un petit projet, passion, quoi. On va parler un peu maintenant, Elisa, si tu le veux bien, d'apprentissage du français, hein, parce que voilà, naturellement, ça nous oriente vers ça, ton parcours et puis toutes les compétences que tu as pu acquérir justement au fur et à mesure des années de pratique dans la création de contenu. Euh, Tu rencontres encore aujourd'hui, je pense, même à travers les commentaires que tu peux avoir sur les réseaux, beaucoup d'apprenants et de personnes qui vont certainement te poser des questions. Et quelle est l'erreur, tu penses, la plus fréquente qui peuvent faire ces apprenants du français? Alors je sais qu'une des erreurs que je voyais, beaucoup quand je donnais des cours, privés et aujourd'hui j'ai un petit peu plus de mal à m'en rendre compte parce que justement j'ai moins ce contact, direct avec les élèves, même si voilà, je lis beaucoup de commentaires et cetera, donc je me rends plus compte des erreurs à l'écrit, qu'à l'oral, par exemple. Mais une des choses qui m'avait marquée, quand je donnais des cours privés, c'est que beaucoup d'élèves attendaient la leçon de la semaine et c'est tout. Et et ils s'étonnaient un petit peu de pas progresser tant que ça, alors qu'ils prenaient des cours toutes les semaines. Sauf que c'est tellement peu, 1 heure par semaine de français, que c'est normal en fait de pas progresser. Et aussi, c'est tellement, c'est une des façons d'apprendre, mais il y a tellement de choses à apprendre quand on apprend une langue, que c'est pas avec 1 heure par semaine uniquement qu'on va progresser. Et donc c'était des élèves qui prenaient seulement 7 heures avec moi et ensuite faisaient rien du tout le reste de la semaine, attendaient, l'heure de la semaine suivante. Ils avaient oublié tout ce qu'on avait vu la semaine d'avant parce que, bah, ça faisait une semaine donc c'est normal et on n'avançait pas, en fait. Donc je me disais: «Ces gens-là, s'ils continuent comme ça, bah, je sais même pas si ça vaut la peine de continuer parce que ça va leur prendre des années avant de faire des petits progrès» et ça, pour moi, c'était une grosse erreur. C'était de penser qu'on peut apprendre oui, forcément, ça aide d'avoir un prof particulier, mais c'est vraiment, allez, 30 du travail, je pense. Et les Ouais, oui, oui, 70 oui. autres il faut les faire seul ou avec des amis ou avec, d'autres personnes, voilà, mais il faut continuer et ne pas se reposer uniquement sur un prof particulier. Ça, pour moi, c'est une erreur. Oui, oui, moi je fais souvent le parallèle avec l'apprentissage d'une langue. Enfin, j'aime bien mettre en corrélation l'apprentissage d'une langue avec l'apprentissage d'un instrument, tu vois. Et voilà, l'apprentissage d'un instrument en France est très, enfin, bah, pas réglementé, en tout cas très classique, hein. Il y a souvent 1 heure et demie de cours avec un professeur et le solfège, donc l'apprentissage de la théorie de la musique à côté. Mais aucun élève qui apprend un instrument ne va progresser s'il attend le cours d'1 heure avec le professeur. Le professeur, il va guider en fait sur, bah voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour progresser. Mais Mmh. le gros du travail, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment de le travailler tous les jours. Oui. Ouais, ouais. S'il y a pas de régularité, et de régularité, on va dire rapprochée, parce qu'on pourrait dire qu'1 heure par semaine, c'est régulier, mais c'est peu en réalité. C'est un trop long intervalle entre les 2 cours, entre les 2 sessions de pratique. Que oui, tous les jours, c'est l'idéal. Une fois tous les 2 jours, pourquoi pas, mais ensuite ça commence à faire trop. Donc l'idée, c'est de proposer d'avoir une routine dans l'idéal, en tout cas d'avoir vraiment une connexion au français de façon quotidienne. Alors je sais où les questions que je vais avoir après ça, qu'est- qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut justement garder ce lien avec le français sans non plus se cramer? Bon, ça c'est une expression française de dire on va en faire trop d'un coup, puis après on va arrêter. Donc de garder cette régularité, cette motivation, en travaillant un petit peu tous les jours, mais de façon très ciblée, de façon efficace en fait.
Ben, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, moi aussi, en tant qu'élève, quand j'apprenais l'italien, l'espagnol et cetera. Parce que justement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la discipline et avec les routines. Je suis vraiment pas du genre à me dire: «Je me lève tous les jours à telle heure et ensuite je prends ma douche et après je fais 1 heure de sport et après» mes journées, se suivent et ne se ressemblent pas. Donc j'ai identifié les habitudes que j'avais. Et les habitudes que j'ai, c'est de regarder des vidéos sur YouTube parce Ouais. que voilà, quand j'ai du temps libre et cetera, c'est vraiment ce qui vient naturellement. J'écoute de la musique, je lis, parfois j'écris dans mon journal et donc je me suis dit: «Toutes ces habitudes-là qui sont déjà, de la consommation de contenu et Mmh mh. parfois aussi de la production d'écrits avec le journaling, par exemple». Mmh. C'est des habitudes que je peux avoir dans une autre langue et donc j'ai essayé au maximum de changer mon algorithme YouTube pour avoir beaucoup de contenu en italien ou alors en espagnol à l'époque. Je me suis créé aussi des playlists par langue que j'apprenais et je les mettais en boucle. Ça me suivait partout dans la maison, que ce soit dans la salle de bain, pendant que je suis en train de cuisiner et cetera, Mmh mh. Mmh. et il y a une autre habitude aussi que j'ai prise et que qui est extrêmement bénéfique dans ma vie. Il y a un podcast que j'aime beaucoup, c'est celui de mon ami César qui est prof d'espagnol. Pour ceux d'entre vous qui apprennent l'espagnol, il s'appelle Spanish Language Coach dans sur Spotify et en fait, j'aime beaucoup ce podcast et le soir, avant d'aller me coucher, je le mets et je fais le ménage, de ma maison. Donc voilà, je me dis ça l'épisode va durer 1/4 d'heure, 20 minutes. J'ai 1/4 d'heure, 20 minutes pour tout ranger et en même temps, j'écoute de l'espagnol. Donc voilà, j'essaye toujours de, combiner un petit peu les habitudes à l'apprentissage pour en faire quelque chose que je peux pas oublier. Parce que si on se dit: «Ah mince, en fait, j'avais prévu aujourd'hui de faire 1 heure, d'exercice et cetera, mais j'ai eu autre chose à faire, j'ai oublié» c'est normal. Alors que si on sait qu'on a des choses déjà définies, mais qu'on peut modifier un petit peu ou alors on peut rajouter, par-dessus, en fait, la pratique de la langue, je pense que c'est beaucoup moins prise de tête, beaucoup plus simple. Ouais, ouais, bien sûr, mais l'idée de toute façon, c'est d'intégrer en fait le français dans ton quotidien, au final. Exactement. C'est ce que tu m'expliques, de voilà, de se créer un environnement, autour du français. Mmh. Par exemple, tu vois, tu parlais de mettre des playlists sur Spotify ou, de changer un peu l'algorithme, YouTube ou Instagram pour vraiment avoir, du contenu au maximum en français. Bon, pour toi, c'est en espagnol ou en italien, mais et quelque chose qui peut marcher aussi, c'est en plus de ça, de configurer justement la plateforme YouTube, la plateforme Spotify, la plateforme Instagram, en tout cas tout ce qu'on utilise par exemple sur son smartphone, sur son téléphone, en français, hein, de configurer les Exactement. menus et tout ça, et d'essayer de faire ça un petit peu avec bah, toute sa vie en fait. Oui, oui, oui et aussi parce que je pense que, en plus de le voir et d'être utile et voilà, ça nous rappelle aussi qu'on est en train d'étudier cette langue. Parce qu'il y a des périodes où voilà, la vie, elle va être un peu plus chargée, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire et si on se dit: «Ah mais tiens, en fait, c'est vrai, mon téléphone, il est en français parce que j'apprends le français, donc il faudrait que je m'y remette un petit peu plus sérieusement en ce moment». Donc voilà, c'est des petits rappels utiles. Oui, 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 je vois, ouais. Ça évite de mettre des petits rappels sur son téléphone pour dire, bah tiens, là, j'ai Mmh 15 mh. minutes dans mon agenda, faut que je travaille le français, etc. C'est vrai que apprendre le français de façon naturelle, ça reste encore et de très loin la meilleure façon de le faire. Moi, je rajouterais aussi de consommer du contenu qu'on apprécie. Quelque chose qui nous fait vibrer. Un sujet vraiment, on a tous des passions dans la vie, et d'essayer justement de rester connecté à ses passions dans la langue qu'on est en train d'apprendre. Ouais, ouais, Bah, ouais. en l'occurrence ici en français. Oui, oui. Bah, moi, je pense même que c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Je Ouais. dirais que j'ai appris l'anglais grâce à YouTube.
Mhm. Mais j'ai appris l'anglais aussi parce que j'aimais le maquillage, j'aimais le yoga, j'aimais bon, principalement ça à l'époque et donc sur YouTube, il y avait énormément de cours de yoga, de tutos, make-up aussi mais tout était en anglais. À l'époque, il y avait vraiment pas trop d'influenceurs, français sur la plateforme et donc ça a été, très, très bénéfique pour moi d'avoir ces passions-là et et qu'on me les «enseigne» entre guillemets, hem, dans une autre langue. Ouais, 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 exactement, ouais. Bah oui, c'est vrai que c'est voilà, c'est vraiment donnant-donnant, on peut dire en français, hein. On va se passionner pour un domaine et en même temps, on va apprendre la langue et c'est vraiment hyper bénéfique, hyper bénéfique. Donc là, c'est vrai que avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, on a vraiment une consommation de contenu, en tout cas, on appelle ça en anglais l'input comprehensible, c'est-à-dire d'essayer de consommer du contenu qu'on va comprendre en tout cas à peu près à 70-80%. Donc ça, c'est pour la partie apprentissage. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux apprenants justement pour la partie production et notamment pour la partie production orale? Parce que euh, comme ça, ingurgiter ou en tout cas assimiler du vocabulaire, des tournures de phrases, tout un environnement du français, oui, mais ce ne sera pas suffisant, je pense. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a une phase où, on est beaucoup dans l'écoute, au début, de l'apprentissage et ensuite petit à petit, on bascule vers une phase où on est plus à l'aise, quand on prend la parole. Mais pour beaucoup de personnes, ça reste quelque chose de très intimidant et voilà, de très impressionnant. On a peur de faire des erreurs, on a peur de sa façon de prononcer les mots et cetera. Donc moi, un des conseils, que je donne et redonne et voilà, que j'ai répété Oui, maintes et ok. maintes fois, mais que j'utilise, tout le temps, pour moi aussi, c'est de parler tout seul. Ouais. Et ça peut être, même, à un stade A1, A2 où on a très peu de vocabulaire, mais juste de dire, bah, voilà, téléphone, enfin voilà, de dire les mots et de prendre l'habitude de prononcer des sons qui sont différents des sons qu'on a l'habitude de prononcer et de pas se sentir un peu ridicule quand on le fait. Parce que c'est souvent ça qui se passe aussi. On a un peu peur de sonner différemment et on se dit: «Non, c'est trop bizarre, je j'aime pas produire ces sons» et vraiment décrire, au début son environnement, c'est une bonne façon aussi d'acquérir du vocabulaire. On se rend compte qu'il y a beaucoup de noms d'objets qu'on ne connaît pas et puis après, petit à petit, de parler de ses pensées, de planifier sa journée, de dire ce qu'on fera la semaine prochaine, de réfléchir à voix haute, en fait. C'est aussi une très bonne façon de pratiquer, je trouve. Oui, et puis acquérir du vocabulaire vient aussi dans le besoin qu'on peut en avoir, hein. C'est quand je vais me dire, bah tiens, je vais décrire ce que je suis en train de cuisiner. Ah bah là, il faut que j'aille chercher du vocabulaire. Et puis comme en plus après, je vais le réutiliser tout de suite, bah en fait, ça va rentrer et ça sortira plus jamais, théoriquement. Oui, 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 exactement et un bon exercice à faire aussi, ça peut être justement, comme on a parlé d'absorption de contenu, d'ensuite essayer de dire: «Bon, bah, à voix haute, encore une fois, ou alors même écrire, une espèce de critique de ce qu'on si on a vu un film, une série, un documentaire, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quels mots est-ce que j'ai appris? Ce genre de choses pour, voilà, que ça reste un petit peu, un contenu de plus, mais qu'il y ait une trace, de ce qu'on a vu. Ouais, de reformuler, mais ça c'est un apprentissage, enfin, c'est en tout cas une technique d'apprentissage, la reformulation qui fonctionne avec tous les domaines, hein, Ouais, littéraire, scientifique, ouais, ouais. sportif, voilà, surtout en fait, de réinterpréter ce qu'on a appris. On dit souvent que pour apprendre quelque chose, la meilleure façon, c'est d'essayer de l'enseigner, parce qu'on va être obligé de le décortiquer et de le comprendre parfaitement. Mais c'est vrai, tu as raison, la reformulation, c'est vraiment très efficace. Et qu'est-ce que tu penses de la méthode du shadowing? Parce qu'on en parle beaucoup de cette méthode.
Moi, j'adore. Pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas, en fait, quand, j'apprenais l'anglais, quand j'étais, adolescente, mais Mmh. que je faisais inconsciemment et en fait, à l'époque, bon, c'était l'époque où Harry Potter et Pirates des Ouais. Caraïbes, ça avait beaucoup de succès, tous ces Mmh. films-là Mmh. et moi, je les avais regardés en anglais et j'aimais beaucoup l'accent britannique et donc quand je m'entraînais beaucoup à lire. Je prenais des pages Wikipédia, au hasard, en anglais et je les lisais à voix haute simplement pour travailler la prononciation. Mmh. Et quand il y avait un mot où j'hésitais, où, j'étais pas trop sûre de moi, je me disais: «Comment est-ce que Emma Watson le dirait?» ou «Comment est-ce que Keira Knightley le dirait?» et ça m'aidait un petit peu, alors je sais pas si c'était juste à chaque fois, mais ça m'aidait à Ouais. garder l'accent que j'avais en tête, en ayant une voix un petit peu dans ma tête de Mmh. référence. Ouais. Et et c'est quelque chose que je conseille beaucoup, à mes élèves et d'ailleurs j'ai créé un cours Mmh. qui repose, entièrement sur cette méthode-là, en fait, où les élèves n'ont pas à réfléchir à la syntaxe, à la construction de la phrase, au vocabulaire ou voilà, à mettre en forme leurs idées. C'est simplement de la répétition, du travail de Mmh. prononciation et des jeux de rôle, en fait, qui permettent aussi de se sentir plus à l'aise, dans le dialogue et Oui, ensuite ouais. dans la vraie vie. Tu parlais tout à l'heure justement de littérature, de lire en français. Alors sur ma chaîne, j'ai un petit book club qui s'appelle Les Livres du French, donc j'aime bien recommander un livre ou plusieurs aux étudiants parce que l'apprentissage par la lecture est vraiment un outil hyper sympa et hyper efficace comment dire, dans cette montagne d'outils qu'on peut avoir pour apprendre le français. Est-ce que tu as un livre à recommander que tu as lu récemment, par exemple, et qui t'a toi touché? Oui, oui, alors moi je lis beaucoup et c'est quelque chose que j'adore faire avant de dormir. L'année dernière, je me suis mis un peu en tête de relire beaucoup de classiques, donc Hugo, Dumas, Zola et cetera. Mais récemment, j'ai lu un livre, qui n'est pas d'un auteur classique, c'est le livre de Gisèle Pelicot, qui est sorti au mois de février et elle l'a coécrit avec une, romancière, donc quelqu'un qui l'a aidée un petit peu à romancer le livre parce que, bah, c'est pas son métier et je trouve que c'est un livre, bah, important déjà parce que, bon, pour rappeler, ce qui s'est passé, Gisèle Pelicot, c'est une dame qui a été, violée par son mari, sous soumission chimique, donc il lui a fait avaler des somnifères, pendant une dizaine d'années, amener d'autres hommes à leur domicile pour qu'elle soit violée par eux, filmer, les scènes et cetera. Enfin vraiment une horreur absolue et donc elle raconte dans ce livre, son enfance, ce qui aide à comprendre un petit peu, la façon dont elle a réagi, pourquoi elle a décidé aussi d'ouvrir, le procès et Ouais. que ça devienne un événement, accessible à la presse. Heu et je trouve que c'est un livre, facile à lire. Quand on apprend le français, c'est assez compréhensible Mmh. et je conseillerais même, de parce que moi, c'est ce qui se passe, en fait, je l'ai prêté à ma mère, je l'ai conseillé à une amie qui est en Mmh. train de le lire aussi. Donc en fait, c'est un livre qui permet ensuite beaucoup d'échanger en disant: «Tu as lu ce passage, tu as vu ce qui s'est passé, c'est incroyable», enfin, c'est vraiment on est tellement dans la sidération permanente, quand on lit ce livre, on se dit: «C'est pas possible, c'est incroyable qu'il se passe des choses comme ça», que ça suscite forcément débat, qu'on a envie d'en parler et là-dessus, je trouve que c'est voilà, un livre qu'on lit pas seul dans son coin en disant: «Ah, j'ai bien aimé l'histoire». C'est un livre où ensuite on a envie de discuter avec les autres et c'est ça qui est bien. Ouais, et de façon assez étonnante, le titre du livre, c'est Et la joie de vivre. Donc on Oui. est quand même sur une histoire, comme tu l'as dit, absolument horrible, et ça a été extrêmement médiatisé en France ces dernières années.
Mais Gisèle Pellicot a tenu à garder ce titre et la joie de vivre. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une leçon de courage et d'espoir assez hallucinant. Complètement. Parce que justement, en fait, dans le livre, alors je vais pas tout raconter, mais elle explique que beaucoup de personnes l'ont jugée, elle, parce qu'elle considérait qu'elle n'était pas assez triste, qu'elle n'était pas assez effondrée ou voilà, que quand elle apparaissait, elle avait l'air un peu trop solide, un peu trop sûre d'elle et que c'est pas ça qu'on attend d'une «bonne victime» entre Ouais, guillemets. ouais, ouais. Ok. Et dans le livre, donc, elle explique d'où ça lui vient un petit peu cette volonté de tenir, face à une histoire, voilà, qui nous mettrait tous par terre. Et merci pour cette recommandation. Et je pense que je vais lire aussi ce livre. Et comme tu l'as dit, il est rempli d'espoir et de courage à chaque page, à chaque mot, en fait, je pense Ouais, aussi. ouais, ouais, c'est un livre intéressant à tous les points de vue. Je trouve que c'est un livre aussi qui parle de la famille, qui Mm. parle de l'amitié, qui parle de l'amour en Suisse parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, enfin vraiment et c'est court, c'est facile à lire, c'est ouais, c'est moi je trouve que c'est une très bonne, recommandation pour cette année. Elisa, où est-ce qu'on te retrouve alors sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, je suis présente sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne principale qui s'appelle French Mornings with Elisa. Les épisodes de podcast sont aussi accessibles sur YouTube. Ça s'appelle, French Mornings Podcast et sur Spotify, aussi. Enfin Spotify D'accord. et toutes les autres plateformes de streaming en Ouais, fait, voilà. d'accord. Un petit Ouais, peu sur Instagram mais j'ai supprimé l'application sur mon téléphone, récemment, donc j'y suis beaucoup moins souvent. Ça me fait beaucoup de bien. Ah oui, 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 je comprends très bien. Je comprends très, très bien cette addiction aux écrans est pas facile à. C'est un peu Non. radical, mais ça marche bien. Ça, je le conseille à tout le monde. Ce sera Oui. mon dernier conseil, supprimez Instagram de Ouais, bah vos voilà, tu téléphones. vois, Gardez vos comptes sur l'ordinateur, c'est voilà, suffisant, largement suffisant. j'allais te demander un peu le mot de la fin, le conseil de la fin. Donc, supprimer Instagram. Donc ça, c'est le conseil de vie. Mais voilà, un petit dernier Exactement. conseil. T'aurais un petit dernier conseil à donner, ou quelque chose un peu plus général sur l'apprentissage du français aux gens qui nous écoutent? Bah, dites-vous que c'est quelque chose qu'on va faire, pour la vie, en fait. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on se dit: «OK, là, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup travaillé, mais Hmm. voilà». Il y a des périodes où la vie, elle va être plus chargée, la vie, elle va être plus difficile, on va pas forcément réussir à garder cette routine dont on a parlé. Mais, la oui, voilà, l'apprentissage d'une langue, c'est pour la vie et il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ça ira c'est un petit peu comme la bourse, quoi. Ça monte, ça descend, mais au final, ça monte toujours. Je sais pas si l'analogie est bonne, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. On l'a bien compris. En tout cas, moi, je l'ai très bien compris. Ça a résonné. Merci beaucoup, Elisa, d'être venue Merci sur ce à toi. podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin et surtout commencer à parler français avec plus de fluidité et de confiance, tu peux rejoindre dès maintenant la liste d'attente pour mon programme Parler français sans bloquer. Tu recevras une leçon offerte, une réduction pour le lancement et un accès en avant-première. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Encore merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de French Talks. En attendant, bon courage pour ton apprentissage du français. À bientôt. Bye bye.